expliquer. Donc on a fait une inspection visuelle pour voir s'il y avait, par contre, on pouvait voir quand même des fissures vraiment très importantes, ce genre de choses. Donc là, on a eu le rapport brut, c'est-à-dire on a un certain nombre d'heures vidéo d'inspection, notamment des sous-faces, des pannes, des piliers. Ce rapport est en cours d'analyse, là pour le coup, par un bureau d'études, mais on fait ça un peu pour presque par acquis de conscience, mais j'attends pas énormément de choses de ce rapport pour les raisons que je vous disais tout à l'heure. C'est que les bureaux d'études spécialisés Beston nous ont bien dit, de toute manière, on ne sera pas capable de vous dire ces pannes vont s'effondrer, sont en péril imminent ou non. Donc j'imagine que vous voulez en venir à qu'est-ce qu'on fait de cette panne à Maudier, j'imagine que c'est ça la question. La panne à Maudier, il est clair qu'il va falloir la détruire et la refaire, ça c'est une évidence. C'est une panne qui a une quarantaine d'années, donc elle a fait son temps, il faudra la changer. Bon, on peut pas, c'est un peu compliqué d'ouvrir des chantiers un peu partout sur Bandol, il y aurait beaucoup de choses à faire. Au port, on a un planning déjà très chargé, donc on va faire les pannes A, B, le quai, la station carburant, les bornes. C'est déjà, je peux vous dire, si vous regardez les investissements qu'il y a eu sur les 15 dernières années au port de Bandol, 2019, ça va être, j'ai envie de dire, ça va être rock'n'roll. Et la panne à Maudier, ce sera effectivement le chantier suivant, parce que on sait que tous les ports de Côte d'Azur sont en train de changer leurs pannes, les pannes de ce type-là, les pannes en béton précontraint. Sanary est en train de faire les siennes. Donc nous, on est en train de faire les A et B. Il y a des ports qui n'ont pas commencé, il y a des ports qui ont terminé. Voilà, c'est en cours, mais effectivement, la panne à Maudier devra être changée, avec évidemment un coût qui sera forcément important, parce que la panne à Maudier, ça représente un tiers du port, donc c'est pas rien. Vous savez également que cette panne à Maudier est touchée par la fin des amodiations, donc il y a aussi un micmac juridique, on va dire, qui est sur le sujet, qu'on est en train on travaille dessus, puisque monsieur le maire a demandé au service juridique de nous faire un rapport sur les différentes solutions qui se présentaient dans le cadre de cette panne à Maudier, quelles solutions adopter lorsque la modulation se terminera. Pour rappel, elle se termine au 31 décembre 2021. Et forcément, ces deux questions sont liées, parce que si les conclusions de ce rapport nous disaient vous avez la possibilité de prolonger la modulation en finançant le renouvellement de la panne, ça pourrait être une solution envisageable. Il n'est pas certain que cette solution soit possible juridiquement, mais ça a un impact, parce que vous imaginez bien que changer une panne de cette importance-là, c'est plusieurs millions d'euros. Donc sur le budget du port, ça aura un impact important. Donc voilà, effectivement, il va falloir, c'est le prochain gros chantier du port, la panne à Maudier. Et il faut, je pense, d'abord résoudre la question juridique du sort de la panne à Maudier après 2021, pour savoir qui finance cette destruction et reconstruction. Merci, en espérant qu'elle ne tombe pas à dire Bien sûr, en espérant bien sûr qu'elle ne s'écoule pas, mais encore une fois, si on applique, aucun port n'a appliqué le principe de précaution de dire on ferme notre port et parce que éventuellement les pannes pourraient s'effondrer. Vous avez raison, on espère bien sûr que les pannes ne vont pas s'effondrer, mais aujourd'hui, je ne me vois pas dire, parce que ces pannes-là sont en béton précontraint et Costa Magna, les 500 bateaux qui sont sur ces pannes, débrouillez-vous, trouvez un poste ailleurs. Déjà, je sais qu'ils ne le feront pas, la plupart ne partiront pas, vous connaissez un peu les plaisanciers. Et puis, c'est un principe de précaution qui aurait dû presque être appliqué depuis le départ, c'est-à-dire que, encore une fois, ce type de construction-là a été très pratiqué à une époque, c'est un type de construction qui ne se fait absolument plus pour les raisons dont je vous ai parlé, c'est-à-dire des vrais problèmes pour prévoir les ruptures. Donc oui, on espère effectivement qu'elle ne s'effondre pas. Évidemment, si l'analyse des vidéos que j'ai me disent attention, vous avez quand même à cet endroit-là des fissures énormes qui laissent penser qu'une rupture proche peut arriver, évidemment, on la fermera. Alors évidemment, je vous avoue que j'espère que ce ne sera pas le cas de la panne centrale d'accès,
parce que ça voudrait dire qu'il faudrait fermer l'intégralité de la panne à mobilier. Mais évidemment, moi, si j'ai des spécialistes qui nous disent il peut y avoir une rupture à tout moment, mais je sais qu'ils ne me le diront pas, mais s'ils me le disaient, évidemment, je prendrais les mesures adéquates. Questions, commentaires? Monsieur Feng. Merci, monsieur le maire. Donc cette présentation se veut très synthétique car nous avons des tableaux et des commentaires donc difficile de se faire une idée globale. Pour autant, beaucoup d'informations et d'interrogations que j'aurais, mais il fallait aller jusqu'au bout à la page 37-41 où on parle de budget d'investissement pour deux structures, le parking et le port. Donc concernant le port, vous avez dit, vous avez écrit qu'il est écrit que 2 millions d'euros plus 1 million d'euros d'investissement, soit un total de 3 millions d'euros de travaux, avec un supplément de 2 millions d'euros d'emprunt en 2019. Tout à l'heure, vous avez dit 1,5 million, mais j'ai cru lire que c'était 2 millions. Vous avez confondu, 1,5 million, c'est pour le budget principal, 2 millions d'euros, c'est pour le budget du corps. Donc, cela signifie quoi, en fin de compte? Que d'abord, on fera les travaux de confortement des quais, soit 2 millions d'euros avec un emprunt de la totalité, et que le 1 million d'euros seront faits plus tard. Ça, c'est une supposition. Mais pourquoi parler d'1 million d'euros de la capitainerie alors? Bon, c'est la question que je me pose. Ou alors, les 1 million d'euros seront autofinancés, mais n'apparaissent pas dans le tableau. Donc c'est la question. Alors, il me semble qu'il y a une partie de la réponse qui a été donnée. On va pas donner les détails sur le million d'euros. C'est une estimation pour l'instant, mais je vais laisser M. Rocheteau répondre. Oui, alors je ne suis pas certain d'avoir parfaitement compris la question, mais je vais juste réexpliquer comment se ventilent les travaux. Donc vous avez une estimation à 2 millions d'euros pour les pannes plus le quai. C'est pas uniquement le quai, c'est les pannes plus le quai. C'est encore une fois une estimation qui a été lancée au niveau de l'ordonnancement du marché de maîtrise d'œuvre. Ce n'est pas l'estimation finale du maître d'œuvre, mais l'estimation finale du maître d'œuvre, je ne vais pas vous la donner pour les raisons que je vous donnais tout à l'heure. Pour la capitainerie, c'est pareil. La capitainerie, le marché de maîtrise d'œuvre a été lancé sur un montant prévisionnel d'1 million d'euros, qui n'est pas le montant estimé par le maître d'œuvre, mais là, pour la même raison de régularité de marché, je ne vais pas vous donner l'estimation. Après, on n'est pas sur des variables 2 x 2 ou x 3, hein, évidemment. On est quand même évidemment proche de ces montants. Donc il y a le budget du port, effectivement, qui va financer ces deux travaux. Sur le financement, vous avez, je ne sais pas si on peut revoir peut-être la diapositive, l'emprunt sert à financer de manière générale le budget. Enfin, Madame Roux, je ne sais pas si vous avez mieux compris la question que moi, peut-être. En termes de prospective budgétaire sur le port, donc effectivement, il y a un excédent, donc qui est moins important que celui de la ville. Une partie de cet excédent donc, servira à financer les travaux et on aura recours à l'emprunt à hauteur de 2 millions d'euros. Donc il y a une partie qui sera autofinancée. En 2019, hein, c'est ça? Au global, en fait, on a un fonds de roulement et donc on s'en sert pour financer une partie des investissements. Tout n'est pas financé par l'emprunt, ce serait pas simple, puisqu'on augmenterait les dépenses financières et on ne pourrait pas tout financer par l'emprunt. D'accord. Ok. J'ai une autre question, Monsieur le maire, concernant sur les parkings. Donc il a été écrit 87 000 euros plus 300 000 euros de travaux, soit 387 000 euros de travaux ou d'investissement. Là, je n'ai pas bien compris. Or, dans le tableau de la page 41-41, on retrouve avec un emprunt de 700 000 euros. Là, ça me gêne vraiment parce que on ne sait pas d'où ils viennent, d'autant que l'emprunt de 2 millions d'euros était annoncé. Mais, attendez, je n'ai pas fini. Mais surtout, les travaux mis dans le tableau sont de 742 341 euros, alors qu'ils sont décrits à 387 000 euros. Alors, pour ce qui est de l'emprunt, c'est un emprunt d'équilibre, donc vraisemblablement, on n'aura pas à l'utiliser. Et l'autre
la réponse vous a été donnée tout à l'heure. Moi, c'est les 700 000 euros, donc l'emprunt des 700 000 euros, parce qu'ils apparaissent dans le tableau. C'est un emprunt d'équilibre en fait. D'accord. Vous avez des chiffres du budget 2019, donc il doit être à l'équilibre ce budget-là. Si on affiche 700 000 euros par exemple de dépenses, on doit avoir les recettes qui le couvrent. Et c'est sur l'année. Il n'y a pas l'excédent qui est repris. D'accord. Et donc on n'aura pas recours, donc là on est bien d'accord, c'est sur le budget des parkings, il n'y aura pas de recours à l'emprunt pour financer les travaux qui ont été lancés. Effectivement, on a mis 2 opérations, mais il y a d'autres opérations, notamment l'éclairage par exemple du parking. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et pour le budget du port, donc ce sera un emprunt de 2 millions, et pour la ville, a priori, de 1,5 million. J'ai encore 3 autres questions, s'il vous plaît. De plus, on a constaté que les charges de fonctionnement budgétées vont être en augmentation de plus de 2,10%. C'est ce que vous avez présenté. Hein. Alors que le pourcentage recherché est de plus 1,20% afin de diminuer la dette. Donc, mais je crois que Bandon n'est pas concerné par ça, par cette mesure. La réponse vous a été apportée tout à l'heure également. Et en plus, on parlait des charges à caractère général, 2,10, mais les 1,2% dans la contractualisation avec l'État concernent l'ensemble des dépenses de fonctionnement. Et je pense qu'on a dû même laisser les dépenses de fonctionnement dans l'ensemble, eu égard au fait qu'on a pris la contribution de justice qui est portée par la case. Donc on doit être en dessous. Il y a des charges à caractère général qui sont une composante des dépenses de fonctionnement. Les 1,2% s'appliquent à l'ensemble des dépenses de fonctionnement. D'accord, merci. J'ai encore 2 autres questions. Par ailleurs, le constat d'une diminution de 34 titulaires que vous avez annoncé en préambule, soit moins de 13% de l'effectif global. Alors comment je trouve donc les 13%? C'est le delta, si vous voulez, des titulaires qui sont partis avec l'effectif. Je suis parti sur la base de 2015 avec les 255 personnes qui font partie de l'effectif. Mais l'impact financier n'est que de 3... 255 en 2015. Oui, je crois, oui, d'après ce que j'ai vu, je crois que c'était ça. Si j'ai fait le calcul, ça fait juste 13%. C'était 255 au 1er janvier 2014. Moi j'ai vu 2015, alors peut-être c'est une erreur, mais bon. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que l'impact financier n'est que de moins de 3,12%. C'est ce que vous avez repris sur 2014 et 2018. Donc c'est dû à quoi? C'est dû certainement dû au petit salaire des fonctionnaires ou quoi? Je ne sais pas, je n'ai pas trop compris. La réponse vous a été apportée. Ah, mais désolé, monsieur le maire. Donc, moi j'ai... Madame Larousse va vous la réexpliquer. Oui, volontiers. Oui. Donc, l'élément extrinsèque et la masse salariale, si on restait à effectif constant, continuerait d'augmenter. On a eu donc depuis 2014 deux revalorisations du point d'indice, ça augmente la masse salariale. La carrière des fonctionnaires, qui est donc que ce soit catégorie C, D ou A, tous les 2 ans, 1 an et demi, on avance d'échelon, c'est réglementaire. Donc ça augmente le coût de la masse salariale. Donc elle augmente inexorablement à effectif constant. Donc même si on baisse, il y aura quand même, la baisse ne sera pas d'autant du nombre de départs. Ma remarque, elle portait effectivement sur les 13% de l'effectif global par rapport aux 3,12. Ça me choquait quoi, au niveau des chiffres. C'est pour cette raison que j'ai posé la question. D'accord. Elle augmente, la masse salariale augmente même à effectif constant. D'accord. Et dernière question, et pour terminer, je ne vois aucun dédommagement financier prévu pour les commerçants du Quai de Gaulle, donc au moins pour les aider à payer leur loyer, donc de leurs locaux à la fin du mois. Voilà, j'en ai terminé. donc, c'était pas une question. C'est un constat. C'est un constat. Alors, on va faire le constat de tout ce qu'il fait. Monsieur Bertossi, par exemple. Alors, il y a eu plusieurs mesures qui ont été mises en place pour les commerces. Donc, il y a eu la partie ouverte des mains publics, qui est un budget total pour 1 mois. Pour les bars, c'est un budget total inférieur à 1 mois plus 2 mois pour les terrasses. Et après, il y aura l'intervention partielle des lois du personnel public pour tous les commerces, notamment pour les travaux sur l'impact. Après, on fait l'indexation pour le commerçant qui peut s'embaucher de la CCI du bar pour avoir des aides
que les travaux sont finis, je pense qu'ils auront un flux meilleur. Et je pense que ce sera réel. L'activité qui commence en récession. Donc il faut s'en souvenir pas trop gros, mais c'est le cas aujourd'hui. Je pense que après un projet comme celui-là, on va arriver à animer fin juin en utilisation pratiquement totale sur la grosse partie commerciale. Je pense que c'est bien un gros challenge et je pense qu'on va y arriver. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? Oui, je voudrais faire un commentaire quand même sur la question posée concernant l'indemnisation qui serait éventuellement apportée par la ville de Bandol. Donc la ville de Bandol peut apporter sa contribution vis-à-vis de ce qu'elle perçoit de l'occupation du domaine public. Je vois mal la ville aller indemniser sur le loyer que paye le gérant d'un commerce auprès de son propriétaire. Ça, pour le coup, le juge s'emparerait de cette affaire, ça serait une sacrée affaire pour la ville de Bandol. C'est totalement illégal. D'autre part, la jurisprudence est assez importante en la matière. On se doute bien que Bandol n'est pas la première ville à œuvrer sur les emprises occupées par des commerçants. Et les juges ont régulièrement, Elodie pourra en parler mieux que moi, une position qui est la suivante. Lorsque l'outil de travail bénéficie d'une amélioration notable après travaux, le juge prend en compte cette amélioration dans la détermination du préjudice subi. Et souvent, la position est que le préjudice est quantifié et n'est pas favorable aux commerçants. Ça, c'est la jurisprudence qui nous l'a montré à travers des exemples qui nous ont été apportés. Voilà, donc notre accompagnement au titre municipal auprès des commerçants se décline de la façon dont mon collègue vous l'a expliqué, à travers ces mesures qui ont été prises et étudiées de longue date, puisque nous avons fait des réunions avec le président régional du RSI, avec le président local de l'UMI, ces instances qui gèrent les commerçants suivant leur appartenance sont des métiers en lien avec l'hôtellerie et la restauration ou avec le régime plus particulier du RSI pour les commerces de textiles. Le chômage technique est une possibilité qui est aussi donnée aux commerçants lorsqu'ils sont dans l'incapacité de façon durable d'exercer leur activité pour leur personnel. Donc toutes ces aides-là, nous participons par l'établissement d'attestations, de courriers aux dites instances. Et ensuite les redevances du domaine public, ça sont traitées avec chaque commerçant suivant sa destination et les empêchements qu'il subit. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, avant de passer au vote, je voudrais faire une petite conclusion, synthèse par rapport à ce débat d'orientation budgétaire. C'est le moment le plus important de l'année pour la vie d'une commune, puisque on vote pas un compte administratif, on vote pas un bilan, on fait des choix, et ces choix vont bien entendu avoir une influence ensuite sur les comptes. C'est-à-dire que si on a pris la décision de dépenser trop, on risque d'avoir des comptes qui sont plombés. Il y a plusieurs variables d'ajustement, c'est l'objet d'un débat. On peut se dire, si on a un excédent très important, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc nous avons fait des choix, on vous les a expliqués.
Il pourrait y en avoir d'autres. Les variables qu'on peut utiliser, c'est l'endettement, justement, le taux d'imposition. On peut faire des choix divers et variés, non seulement en termes d'investissement, mais aussi au niveau du fonctionnement. On peut se dire qu'on va privilégier telle ou telle partie. Est-ce que le budget animation, culture, on l'a augmenté un petit peu. Est-ce qu'on aurait pu l'augmenter plus ou moins, notre budget? Donc il y a eu des questions certes très intéressantes, mais j'en tire une conclusion qui me satisfait pleinement, c'est qu'il n'y a eu aucun commentaire sur les orientations politiques de la commune. J'en suis très satisfait, presque complètement, parce que ça veut dire que tous les élus autour de cette table partagent totalement les orientations budgétaires de la municipalité. J'en suis ravi. Je constate que du coup, tout le monde est d'accord avec la majorité et on se retrouve dans une situation qu'on a déjà connue, c'est que donc là, aujourd'hui, il n'y a personne de l'opposition. Bien, nous allons passer au vote. Monsieur le maire, Monsieur Rocheteau. Je voudrais faire un commentaire. Alors pas un commentaire critique, vous imaginez bien. Je voudrais juste témoigner d'un ressenti, parce que vous savez, on s'engage en politique parce qu'on croit à certaines choses ou parce qu'on croit en certaines personnes. Moi, c'était un peu les deux, en ce qui vous concerne, monsieur le maire. Et je dois dire quand même que on va bientôt approcher, avec les prochaines élections, l'heure du bilan. Certains nous annoncent un bilan catastrophique à Bandol, dans notre équipe, bilan cataclysmique. Moi, j'aurais juste une chose à dire, c'est que nous serons l'équipe qui aura fait le quai de Gaulle sans augmenter les impôts à Bandol. Ce qui n'est quand même pas une mince affaire. J'entends des personnes qui soufflent, je me doute lesquelles, mais il faut le dire, et croyez bien, ce sera dit, redit et encore redit, parce que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. En 2015, 2016, et vous aussi, quand vous étiez, j'étais pas présent en 2014, vous avez fait, et ici avec les collègues, on a un peu serré la vis, effectivement, mais c'était pas serrer la vis pour serrer la vis, c'était parce qu'on avait une vision, c'était le thème et le nom de notre liste. Et la vision, c'était justement de redresser les finances pour pouvoir financer le projet le plus ambitieux de la commune des 30 dernières années. Voilà. Et aujourd'hui, après de multiples embûches, qu'est-ce qu'on voit? On voit aujourd'hui que nous le réalisons, et encore une fois, sans mettre à contribution davantage le contribuable bandolé. Donc je pense qu'on peut en être fier. J'aurais un commentaire. Merci beaucoup. Donc nous allons passer au vote. J'aurais un commentaire, monsieur le maire. Tout à l'heure, j'avais demandé si quelqu'un avait une question. Non, mais c'est à la suite de ce que vous avez dit. Et je trouve qu'à ce niveau, c'est du fétichisme budgétaire. C'est mon avis. Très bien, c'est noté. Il faudra que quelqu'un me fasse une explication de texte. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Bien, avant de passer aux délibérations suivantes, elles sont très, très intéressantes aussi, bien sûr, mais la première était capitale, donc je vois que l'assistance devient un petit peu clairsemée. Juste deux annonces. Pour samedi, donc à 16h30, il y aura à la salle Pagnol les vœux de notre député, et à 10h à la salle Jules Verne, le débat dans le cadre du grand débat national, donc dans la mesure où ça a été voulu par le gouvernement. J'ai reçu un courrier de la préfecture, donc nous lançons ce fameux débat. J'ai contacté, je suis allé à plusieurs reprises discuter avec les Gilets jaunes. J'y suis allé notamment hier soir, et je peux vous dire une chose, c'est que
j'ai mis à disposition, pour une somme modique, parce qu'on n'a pas le droit de le faire gratuitement, mais pour la somme de 10 € par mois, qui est une somme assez modique, un bâtiment communal à la disposition des Gilets jaunes. Et lorsque j'y suis allé hier soir, j'ai eu une écoute intéressée d'un certain nombre de Gilets jaunes, et puis certains excités qui ont tout fait pour m'empêcher de parler. C'est assez intéressant parce que c'est les mêmes que nous avons retrouvés tout à l'heure et qui ont été, comme nous l'avons dit au début, manipulés et instrumentalisés par Madame Filleul. Donc c'est bien regrettable. C'est bien regrettable. J'espère que ce débat se déroulera dans de bonnes conditions avec la présence de Gilets jaunes non manipulés. Maintenant, nous allons passer à la délibération suivante. Madame Bourron. Oui, merci Monsieur le maire. Donc il s'agit du rapport annuel sur les recours administratifs préalables obligatoires. Un petit rappel, nous sommes dans le contexte du stationnement payant en voirie et plus particulièrement dans le contexte du forfait de post-stationnement. Donc pour mémoire, vous savez que depuis le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur la décentralisation du stationnement payant et sa dépénalisation. Désormais, l'automobiliste ne s'acquitte plus d'un droit de stationnement, mais d'une redevance d'utilisation du domaine public. Désormais, l'amende pénale est supprimée. Elle est remplacée par un forfait post-stationnement dont le montant est établi par chaque commune. La contestation de ce FPS doit être effectuée avec la procédure du RAPO, ce rapport annuel sur les recours administratifs préalables. Ce recours est adressé à l'entité locale dont relève l'agent assermenté ayant établi le FPS, et en l'espèce il s'agit donc d'un recours adressé auprès de la commune. Chaque année doit être présenté en conseil municipal, et c'est donc la première année, un rapport afin de rendre tout à fait transparente cette procédure et les décisions qui sont prises relatives au rapport. Donc vous trouverez sous la délibération donc, ce rapport qui vous est présenté. Il est assorti d'un schéma qui permet aussi d'appréhender les modalités de traitement du rapport. Et pour information, au 31 décembre 2018, nous avions traité 79 rapports sur un total de 3279 verbalisations, donc pour un stationnement payant en voirie. Il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver ce rapport et d'approuver, Monsieur le maire, à signer tout document afférent à ce dossier. Merci Madame Bourron. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 3, Madame M. Oui, Monsieur le maire, il s'agit d'une modification du bail commercial qui lie la commune à la SAS ICE, qui est l'exploitant du snack Le Trident. Rappelez-vous, une petite chronologie s'impose. Le conseil municipal a procédé au déclassement du domaine public routier. Je vous ai expliqué ce que ça engendrait, etc. Et à la suite de ça, nous avons validé lors du conseil municipal d'octobre 2018, le 25, les baux commerciaux avec les différents occupants des kiosques à sandwich. Postérieurement à cette validation, nous avons reçu une demande de la SAS ICE, qui est l'exploitant du Trident, pour l'enlèvement d'une structure en bois qui se trouve complètement à droite de l'exploitation de son fonds de commerce, qui avait été installé par des occupants antérieurs, demande à laquelle nous avons accédé. Particularité, pour être en parfaite règle avec la législation applicable aux baux commerciaux, cet enlèvement de cette structure en bois fait, si vous voulez, réintégrer cette petite zone d'un peu plus de 3 mètres carrés dans le domaine public. Donc il fallait impérativement que nous réalisions un avenant au bail commercial pour changer quelque peu l'objet du bail, notamment en matière de superficie
du local. Donc il s'agit de régulariser cette situation. Alors pour vous donner un peu plus d'éléments, dans le bail commercial qui a été validé par le conseil municipal le 25 octobre, nous avions une superficie d'un peu plus de 22 mètres carrés. Et aujourd'hui, avec l'enlèvement de cette zone-là qui restera sur le domaine public, on est un peu plus de 19 mètres carrés. Donc pour régulariser la situation, parce que vous le savez tous autant que moi, on ne peut pas signer de baux commerciaux pour une occupation du domaine public, c'est pourquoi nous avons fait le déclassement. Pour cette petite zone-là, eh bien, il faut faire un avenant au bail commercial qui a été régularisé. Donc je vous soumets par conséquent un avenant numéro 1 pour régularisation de cette modification de superficie. Alors, je ne voyais pas en quoi, dans, si vous voulez, la mise en balance entre l'intérêt général, la protection des intérêts de la commune, la liberté du commerce et l'industrie, de ne pas faire droit à cette demande qui ne gêne absolument pas les intérêts de la commune et au contraire permet, dans la politique que nous avons initiée, de préserver les intérêts de ce commerçant également. Voilà, donc la mise en balance était parfaite et il s'agit là de valider l'avenant numéro 1. Merci Madame M. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 4, la dernière. Pour des raisons professionnelles, Madame Massot, qui siège au conseil d'administration du CCAS, souhaiterait être remplacée. Et donc, il vous est proposé la candidature de Monsieur Vivier. Et si vous en êtes d'accord, on va procéder au vote à main levée. Et donc, la composition du conseil d'administration serait Madame Nadjarian, Monsieur Maes, Monsieur Bocquet, Madame Costen et Monsieur Vivier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie, le conseil est terminé.